Sanassi Keita. Pour le 13e sommet de l'OCI, Organisation de la coopération islamique à Istanbul, le président de la République, en compagnie de son épouse, Hadja Djene Kaba Kondé, est accueilli par le président turc dans ses bateaux en pleine mer, tout comme les autres chefs d'État et de gouvernement de l'OCI. Toutes ces personnalités sont invitées ici par Recep Tayyip Erdogan pour un déjeuner de travail. Déjeuner au cours duquel le président Erdogan a mis un accent particulier sur le rôle de l'OCI qui regroupe 57 États membres. Rôle visant surtout à promouvoir la coopération dans les domaines économiques, socio-culturels et scientifiques, grâce notamment à la Banque islamique de développement, mais aussi et surtout la sauvegarde des lieux saints de l'islam ou encore le soutien au peuple palestinien. La tension Iran-Arabie Saoudite, le terrorisme et l'islamophobie est le thème retenu pour cette 13e conférence de l'OCI qui se tient dans cette capitale économique turque d'Istanbul. Sur ces bateaux, les représentants des 57 pays membres, dont 33 chefs d'État et de gouvernement, ont échangé avec le président Recep Tayyip Erdogan sur plusieurs questions d'actualité. Des questions parmi lesquelles on note surtout la guerre civile en Syrie, la question des migrants, l'escalade de l'islamophobie en Europe, ainsi que l'extrémisme en hausse dans les pays musulmans. Et dans la même dynamique, le chef de l'État turc a appelé ses homologues de l'OCI à plus d'union pour la lutte contre le terrorisme. La solidarité est la clé de la victoire contre le terrorisme, renchérit le président Erdogan, qui s'est surtout félicité pour cette grande mobilisation des chefs d'État et de gouvernement de l'OCI, ici à Istanbul, la capitale économique turque. Solidaire pour vaincre le terrorisme. Visite d'État du président Alpha Condé, donc il a même reçu des hommes d'affaires turcs. Certains évoluent dans les infrastructures, d'autres dans le secteur de l'énergie. Tous ont exprimé leur désir de nouer rapidement des affaires avec la Guinée. Compte rendu, Sanassi Keita. Dans la matinée de ce vendredi 15 avril 2016, le président de la République reçoit en audience les responsables du groupe turc Al-Bayrak, spécialisé dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'assainissement. Soutenir le président Alpha Condé dans sa politique de développement à travers la création de petites et moyennes entreprises. C'est en substance ce qui ressort de ces discussions de plus d'une quarantaine de minutes. Nous sommes décidés à faire en sorte que nous gagnions ces paris, qui est surtout l'assainissement de la ville de Conakry. Dans ce domaine, nous avons fait nos preuves dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, avec les rapports étroits qui existent entre les présidents, professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan, nous ferons en sorte que cela soit un bel exemple de coopération bâti sur le respect mutuel entre la Guinée et la Turquie. Ces autres investisseurs turcs sont du groupe Summa, spécialisé dans le domaine des BTP, bâtiments et travaux publics. La viabilisation du site directionnel de Koloma, c'est le principal sujet au centre de ces entretiens. Le site de Koloma est notre objectif. Nous allons nous y engager fortement pour viabiliser ce site dans les règles de l'art. Et nous serons d'ailleurs à Conakry la semaine à venir pour ces sujets importants. Autre audience du président de la République, celle accordée à ces hommes d'affaires turcs, évoluant également dans plusieurs domaines, comme les infrastructures. La construction, l'assainissement et aussi la transformation de nos produits, l'installation des usines de portes et de carreaux et ainsi de suite. La construction des usines de jus de fruits, c'est aussi l'une des ambitions du chef de l'État. Et ces hommes d'affaires turcs évoluant dans ce domaine n'ont pas manqué d'exprimer au professeur Alpha Condé leur volonté de s'implanter en Guinée. Notre ambition est de construire plusieurs usines de jus de fruits en Guinée. Et c'est ce que nous avons fait savoir au président de la République, qui est tout à fait d'accord pour ce sujet. Le secteur banquier guinéen est aussi présent à ces rendez-vous d'Istanbul pour sceller avec les investisseurs turcs un partenariat solide.
Dans tous ces partenariats visant à créer de la richesse en Guinée, il y a quand même un élément fondamental, un fil d'Ariane, qui est le secteur financier. Et cela ne peut être routé qu'à travers une structure bancaire comme Afriland First Bank et bien d'autres. Donc notre rôle, c'est de dire à ces partenaires-là que à côté de vous, pour vous soutenir, pour vous accompagner, il y a le soutien du banquier, il y a l'accompagnement et il y a surtout ce partenariat-là que nous voulons tisser entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires turcs et le secteur bancaire, parce qu'il y aura un flux certainement de part et d'autre d'échanges en termes de finances pour les différentes parties. D'autres hommes d'affaires turcs évoluant dans les domaines comme l'agriculture, la pêche, les infrastructures ferroviaires et aéroportuaires ont également eu de fructueux entretiens avec le président de la République. Des hommes d'affaires qui ont d'ailleurs témoigné de leur engagement au professeur Alpha Condé de se rendre à Conakry les jours à venir pour discuter avec les responsables de certains départements ministériels dans le but d'identifier avec eux les projets à réaliser. Environnement. Il vous souviendra que la Guinée avait pris une part active aux travaux de la conférence mondiale sur le climat, c'était à Paris. Aujourd'hui, l'heure est à la restitution des engagements pris par le gouvernement guinéen, engagements au nombre desquels figure la protection des 250 000 hectares de mangroves. Alpha Baldé. Quelques mois après la COP 21 à Paris, l'heure est à la restitution des engagements et accords de cette conférence internationale sur les changements climatiques. Ici à Conakry, les participants guinéens communiquent sur les différentes conclusions de cette conférence qui a réuni plus de 150 chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit là d'examiner la mise en œuvre des engagements de la Guinée pour l'atteinte de l'objectif des 2 degrés de réchauffement comparé à la période pré-industrielle. Je pense que nous devons prendre comme activité prioritaire le reboisement. Le reboisement des têtes de source, le reboisement des zones dégradées, le reboisement des zones minières après l'exploitation de la mine. Donc ça c'est notre priorité de cette année. Nous avons prévu reboiser 2000 hectares. 2000 hectares pour vraiment corriger beaucoup d'impact au changement climatique au niveau de notre pays. Avant 2030, la Guinée compte réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre et créer jusqu'à 1650 MW de centrales hydroélectriques. Chaque année, le pays envisage le reboisement de plusieurs hectares et accroître les actions de lutte contre la déforestation. Il faut introduire le biogaz. Je suis heureux aussi d'informer que la Guinée aussi vient de lancer un projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial et le PNUD pour installer 2000 biodigesteurs à l'intérieur du pays, toute chose qui va contribuer aussi à diminuer la pression sur nos forêts, parce que pour la recherche de l'énergie, la biomasse. Nous avons aussi l'énergie solaire. La Guinée s'est engagée aussi à accentuer la production, l'installation des énergies solaires, à ce que 50% de la population ait accès à l'énergie d'ici 2030. Notre pays, la Guinée, est particulièrement riche en ressources naturelles. Elle est considérée comme un puits de carbone grâce à ses ressources forestières. En outre, elle abrite la source de plusieurs cours d'eau et principaux fleuves de l'Afrique de l'Ouest, d'où son appellation de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. De nos jours, ces ressources sont quelque peu, voire même gravement menacées par les impacts des changements climatiques et la pression pourrait être accrue du fait de la croissance démographique. Pour le succès des accords difficiles de Paris, la ratification du texte par les chefs d'État est prévue le 22 avril prochain aux États-Unis. Protéger l'environnement revient aussi à protéger les droits humains. En parlant de cela, une rencontre internationale vient de prendre fin il y a juste quelques heures à New York. Des parlementaires de la francophonie ont planché sur la question des droits de l'homme. 2 jours pour mieux cerner la problématique de lutte contre le terrorisme. La bonne nouvelle, c'est que la Guinée redevient un membre à part entière de l'espace. Fatoumata Samora. Au Palais de Verre de Manhattan, siège des Nations Unies à New York, les travaux de la conférence des députés francophones se poursuivent.
Les discussions portent sur des questions brûlantes du moment, notamment la drogue, le terrorisme et les élections. Un des acquis de ce panel de haut niveau est le retour de la Guinée au sein de la grande famille francophone. Depuis l'avènement de la Deuxième République, sous la houlette de professeur Alpha Condé, la Guinée reprend progressivement ses quartiers au sein de la diplomatie parlementaire. Ce retour sera marqué par la création d'une section de l'Assemblée parlementaire francophone au sein de l'Assemblée nationale guinéenne. Je suis très heureux que l'APF ait constaté l'évolution positive du climat apaisé en République de Guinée, et l'Assemblée générale qui va se tenir à Madagascar à Tananarivo au mois de juillet va réintégrer la Guinée de plein droit dans l'APF. Et pour ce qui concerne l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la Guinée n'a pas de section au sein de l'Assemblée nationale. Après avoir partagé les évolutions politiques intervenues dans l'espace francophone, les parlementaires se sont donné rendez-vous à Antananarivo, à Madagascar, en juillet prochain. Une mission de la Banque mondiale est à Conakry. Les émissaires ont échangé avec de hauts responsables du Conseil économique et social, entretien sur le mécanisme mis en place par l'État pour encourager le dialogue public-privé. Nous y reviendrons. La mise en place du plan d'action 2016 du ministère de l'Énergie. Le sujet était en débat hier au département. Une conférence de presse pour faire le point sur le niveau d'exécution des projets déjà entamés et des programmes en perspective. Nabi Kamara. Deux sujets ont dominé cette conférence de presse du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Il s'agit de l'électricité et l'eau. Deux denrées précieuses pour les populations, mais qui malheureusement ne suffisent pas encore malgré d'énormes efforts consentis par le gouvernement depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, président de la République. Pour Dr Cheikh Talib Silla, les causes sont naturelles et anthropiques, car, a-t-il indiqué, les coupures intempestives actuelles de l'électricité sont imputables à l'étiage, les travaux de réhabilitation du réseau électrique très vieux de la ville de Conakry et la mauvaise qualité des câbles électriques utilisés dans les branchements clandestins. Le ministre Cheikh Talib Silla rassure que Kalita fonctionne normalement ainsi que les autres barrages hydroélectriques comme le système Samou et Garafri. Toutefois, il a fermement condamné ceux qui déboisent les berges des rivières et des fleuves, un facteur qui concourt au tarissement des cours d'eau. Justement, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable des populations urbaines, le ministre a accusé le manque d'investissement dans ce secteur depuis plusieurs années et les multiples pannes, souvent enregistrées sur les conduites, ce qui fait un déficit de 140 000 m3 d'eau à Conakry et qui va être comblé par le 4e projet eau. Dr Cheikh Talib Silla s'est félicité du bilan du SNAP. En 5 ans, selon lui, grâce à l'implication du président de la République, professeur Alpha Condé, et le soutien des partenaires techniques et financiers, 16 054 points d'eau ont été réalisés dans les villages du pays. Direction d'Alaba, plusieurs infrastructures viennent d'être inaugurées. Parmi elles, le centre d'exposition des produits touristiques et la Casa Palabra. Des ouvrages qui devraient permettre de booster rapidement le développement local. Ousmane Bar. Alaba, la perle du Fouta Djallon. Ville touristique au climat doux, aux paysages fascinants et à l'artisanat qui se distingue et se développe. Après la construction de ces infrastructures à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance organisé l'année dernière à Mamou, le gouvernement du professeur Alpha Condé poursuit la série d'inaugurations d'ouvrages dans cette préfecture. Le centre d'exposition des produits artisanaux et touristiques de Dalaba s'inscrit dans ce registre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remettre de manière officielle au nom de M. le Président de la République ce centre d'exposition des produits artisanaux et le centre d'accueil. Encore une fois, je vais citer M. le gouverneur qui a dit que ces infrastructures réalisées vont permettre d'attirer beaucoup de personnes, surtout beaucoup de touristes. Dalaba va renouer avec la tradition que nous avons connue, cette
tradition qui a permis à Dalaba d'accueillir beaucoup d'étrangers. En tant que président de la commission d'organisation des festivités de cette fête, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui à Dalaba. Tout ce que je dois dire aux bénéficiaires, s'ils veulent encourager le donateur, ils doivent tout faire pour entretenir ces beaux bâtiments. Parce que construire, réaliser c'est une chose, l'entretien est une autre chose. Ce joyau, composé d'un bâtiment d'exposition et d'un bloc administratif, ne laisse pas insensibles les heureux bénéficiaires. Ça nous permettra de revendre nos produits. Chacun avait stocké dans sa boutique. Maintenant, on peut ensemble faire des efforts et collecter et attirer les touristes. À une centaine de mètres de là, ce sont ces maisons coloniales qui sont rénovées. La Villa Janine, du nom de la fille du commandant de cercle d'alors, construite en 1936. Elle servait de lieu de vacances pour cette dernière, ainsi qu'à d'autres invités de marque. À côté, c'est la Casa Palabre. Ici, se réunissaient les chefs de canton du Fouta Djallon en vue de prendre des décisions qui s'imposaient. Cette case a été construite dans le cadre d'une concertation entre tous les chefs de canton et tous les administrateurs coloniaux et le gouverneur de colonie, là où ils devaient se retrouver pour prendre des décisions dans le cadre de la pérennisation de la colonisation en Afrique. C'est également ici qu'a été prise la décision de la Guinée d'accéder à l'indépendance. Dans la même cour, le gouvernement du professeur Alpha Condé a construit ces 5 cases qui seront équipées pour servir de centre d'accueil aux officiels qui séjourneront à Dalaba. Une approche plus pratique dans l'enseignement au niveau du collège. 78 responsables de groupes techniques pédagogiques sont en formation à Kindia. Le ministère de l'Éducation tente une nouvelle approche pour révolutionner l'école guinéenne, notamment la branche enseignement secondaire. Amadou Touré a suivi tout ça. Voici son compte-rendu. C'est une formation de renforcement des capacités des groupes techniques pédagogiques de l'enseignement secondaire. L'initiative est de la Direction nationale de l'enseignement secondaire à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement à la base. Jusqu'ici, on avait une stratégie de formation continue basée sur une formation en cascade qui partait du niveau national pour le niveau déconcentré. Mais on s'est dit qu'il faut rapprocher beaucoup plus la formation des établissements ou la formation des enseignants. Quand on renforce la capacité non seulement de formation pédagogique des enseignants au niveau de mon établissement, d'abord, les enfants vont avoir, non seulement les apprenants vont avoir une bonne formation et un bon encadrement, et en même temps, le pays va avoir des bons cadres à partir de la base. 78 responsables de groupes techniques pédagogiques prennent part à la formation à Kindia. 500 chefs d'unité pédagogiques vont bénéficier de cette expérience à travers la démultiplication prévue les mois à venir. Nous savons que nos enseignants, beaucoup sont bien formés académiquement, mais en ce qui concerne la formation professionnelle, gérer les élèves à l'école, gérer les autres collègues dans les groupes, ça aussi c'est un autre apprentissage. Donc nous venons pour résoudre tous ces petits problèmes-là qui demeurent au sein de nos établissements. Cette nouvelle approche s'inscrit dans l'exécution des volets du programme sectoriel de l'éducation PSE. L'idée est de renforcer l'école guinéenne à la base. On n'a pas vu le temps passer, mais cela fait déjà 4 ans depuis l'inauguration de l'hôpital sino-guinéen, une structure symbole de la grande et belle aventure entre la Guinée et la Chine. Au programme, 2 activités, aujourd'hui lecture du Saint-Coran et demain, journée porte ouverte sur l'hôpital. Rose Souinam Pocho. Depuis 2012, l'hôpital de l'amitié sino-guinéen apporte ses services aux patients. En moyenne, 30 malades par jour sont reçus dans les différents services. Les services comme la chirurgie, les services techniques d'appui à la maintenance et le bloc opératoire. L'hôpital dispose aussi en son sein 4 ambulances et des appareils de haute technologie. Cet hôpital de référence a pour vocation de limiter des évacuations sanitaires. Pour y arriver, il faudrait surmonter certains handicaps. Vous savez que dans nos États, dans nos pays, les déficiences en rapport avec le système de soins amènent à évacuer beaucoup de malades à l'extérieur de nos pays.
Et donc, pour limiter ou pour réduire ces évacuations sanitaires, le gouvernement guinéen et son partenaire se sont donné donc pour mission de créer un hôpital qui doit pouvoir regrouper toutes les spécialités en rapport avec les grandes évacuations sanitaires du pays et donc avec la fuite des devises de notre pays. Donc en 2012, nous avons commencé à travailler. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une insuffisance d'équipements majeurs qui va permettre à notre pays de réduire drastiquement les évacuations sanitaires. Et tout de suite, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé, a développé un projet pour demander à la partie chinoise de nous aider à améliorer les équipements et les infrastructures et aussi ouvrir d'autres services pour essayer de diminuer le nombre des évacuations sanitaires. Une centaine d'agents travaillaient à l'hôpital sino-guinéen. Malheureusement, dans la crise d'Ebola, 6 médecins ont perdu leur vie. 9 de nos collègues qui ont été contaminés et 6 malheureusement ont perdu la vie. J'ai dit que c'est très malheureux, ça s'est passé comme ça, cette maladie n'était pas connue, nous n'étions pas préparés, le système de santé avait des insuffisances, donc ce qui fait qu'il n'était pas prévisible que nous puissions ne pas avoir des cas de ce genre dans notre établissement. Depuis son inauguration, l'État guinéen, en partenariat avec la Chine, pays donateur, continue d'apporter son appui technique. Dans les jours à venir, on assistera à l'ouverture effective du service de soins intensifs. D'autres appareils comme l'appareil cornographique et d'imagerie par résonance magnétique sont annoncés. Ouverture effective à suivre donc. Santé toujours, des équipements offerts au ministère de la Santé. C'est un geste des Guinéens vivant à Orléans, c'est en France. Ces équipements, c'est pour renforcer le système sanitaire post-Ebola. Adia Toubari. L'Union solidaire des Guinéens d'Orléans en France apporte son appui à la relance du système de santé guinéen après Ebola. Elle offre 50 lits, 80 matelas, 206 blouses, 4000 masques résistants, des fauteuils hygiéniques et roulants, des matériels sanitaires pour améliorer l'offre de soins des patients dans les hôpitaux publics. Notre donation est motivée par un sentiment profondément patriotique. Il y avait un moment douloureux, il y a des circonstances, c'était l'avènement d'Ebola. Nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que nous pourrons faire étant loin du pays. Et nous avons dit, c'est d'essayer d'avoir du matériel de soins médical ou paramédical. Et nous nous sommes lancés à la conquête de structures pour avoir ce don de matériel. Ce matériel médical est réparti entre les 2 centres hospitalo-universitaires de Conakry, le service pédiatrie de Kindia et 7 autres centres de santé de l'intérieur du pays. Parmi les sous-préfectures bénéficiaires, Daramaniaki, une sous-préfecture située à 147 km du chef-lieu de la préfecture de Télémélé. Pour la sous-préfecture de Daramaniaki, c'est un secours inestimable. Le moindre geste que nous pouvons faire, c'est de bien entretenir ces lits. Il faut que ce soit dans les centres de santé et nous veillerons à cela. C'est cet engagement que nous prenons. Ce geste-là m'a trop touché. Le fait de savoir que nos enfants sont à l'extérieur, mais ils pensent à nous. Je suis content, nous prions pour eux, pour qu'un jour qu'ils puissent au moins s'occuper de plus de sous-préfectures. L'Union solidaire des Guinéens d'Orléans, basée en France, donatrice de ce matériel médical, est créée en juin 2013. À ce jour, elle regroupe une centaine de Guinéens. Cet appui permettra de renforcer les capacités d'accueil et surtout de travail du personnel soignant dans ces différentes formations sanitaires de la Guinée. Des équipements sanitaires encore, cette fois-ci pour des centres de santé de Kindia. C'est l'œuvre d'une ONG qui veut participer à l'amélioration du système de santé dans les zones où la prise en charge est encore défaillante. Le geste réjouit les bénéficiaires. Mohamed Lamine Camara. Pour accompagner les autorités guinéennes dans l'amélioration du système de santé dans l'arrière-pays, Amref Health Africa a offert un lot important de matériels médicaux et de kits d'hygiène
à 16 centres de santé de la région maritime. Il s'agit de 4 centres de santé de Dubreka, 5 de Forekaria, 4 de Kindia et 3 de Koya. Les structures de santé qui sont là travaillent pour la communauté. Donc c'est pour montrer que ce lien doit être renforcé. Et quand on conjugue ces efforts, et le résultat est imminent, le résultat est là. Donc les matériels que nous donnons à ces structures de santé, c'est juste pour venir en contribution à l'effort déjà des autres partenaires qui sont en train d'emboîter les mêmes pas pour renforcer ce système de santé. Le don que nous venons de recevoir est un don précieux pour la communauté et ces dons vraiment seront utilisés à bon escient et pour la meilleure prise en charge vraiment de notre communauté pour limiter les dégâts au niveau de nos structures vraiment sanitaires. Au-delà de ces centres de santé, Amref Health Africa élargit son programme aux hôpitaux régionaux de Mamou et de l'Abbé. Ces deux structures sanitaires ont également reçu de l'institution des équipements médicaux. Remercier d'abord le ministère de la Santé, ensuite remercier Amref et promettre que ce matériel sera utilisé à bon escient au bénéfice exclusif de la population de la région de l'Abbé et de la région de Mamou. À Mafrania et à Balaya, respectivement dans les préfectures de Forekaria et de Koya, l'ONG Amref Health Africa a offert 2 fourrages aux centres et aux postes de santé de ces 2 localités. Un geste qui participe de la volonté des acteurs de développement à renforcer le système de santé en Guinée. Dans l'actualité encore, les 72 heures du livre. Comment l'événement se prépare-t-il? Le comité d'organisation parle de derniers petits détails à régler. L'événement va se dérouler sur 3 jours à partir du 23 prochain. Une véritable promotion pour la lecture. Al-Gassim Obar. Conakry, plateforme du livre en Afrique. C'est l'objectif que se fixe l'Harmattan Guinée à travers les 72 heures du livre. Auteurs, éditeurs et animateurs culturels apportent les dernières retouches pour la cérémonie des 72 heures du livre prévue les 23, 24 et 25 avril prochains. Les préparatifs sont fin prêts pour ce qui concerne les 72 heures du livre. Nous sommes prêts. Du point de vue de tous les autres aspects, sécurité et autres organisations, tout est prêt. Et je pense que nous allons continuer à faire les dernières vérifications jusqu'au jour J, parce que les stands doivent être installés le 21 et le 22. À partir du 23, aucun stand ne sera installé, puisque nous serons déjà dans le feu de l'action. Célébré sous le thème « Livre, mine, énergie et développement communautaire », les 72 heures du livre visent à promouvoir la lecture. La région de Bouquet, zone qui regorge plus de ressources minières, est la ville invitée cette année. La ville guinéenne qui pouvait vraiment répondre aux critères, c'était Bouquet. Le choix de Bouquet, c'est à travers ces nombreuses sociétés minières qui sont installées et nous allons débattre de l'avenir de l'industrie minière à Bouquet. Nous allons travailler avec les professionnels des responsabilités sociétales pour que les populations guinéennes puissent bénéficier des bénéfices de ces sociétés minières. Les 72 heures du livre est à sa 8e édition. À travers ces activités, la Guinée est en route vers Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Pour cela, ces acteurs comptent produire 1000 livres avant fin février 2018. À Macenta, la coopérative Nafro-Coni fait forte impression dans la petite culture. Des hectares de plaine agricole sont mis en valeur par cette force de production. À sa demande, d'une formation en technique agricole a été offerte par l'Office national de la formation professionnelle et du perfectionnement. Sur le terrain, les résultats sont plutôt encourageants. Moussa Komara, de retour de Macenta. C'est sur cette plaine, non loin de la commune urbaine de Macenta, que la coopérative Nafro-Coni prospère. Par saison, elle cultive dans ce périmètre des aubergines, du piment, du gombo, la laitue et autres cultures maraîchères. D'importantes productions dont profite exclusivement le marché local. Pour le frais de scolarité de nos enfants, on remercie Dieu. Aujourd'hui, le sac d'aubergine est à 200 000 francs. Si tu as 10 sacs, ça te permet de couvrir tes dépenses. Cette coopérative est devenue pour nous aujourd'hui un ouf de soulagement.
Pour favoriser sa pleine expansion, le ministère de l'Agriculture a mis ce domaine à la disposition de la coopérative. À cela s'ajoute l'appui technique et financier des partenaires au développement. Ces forages qui servent à arroser le jardin en période d'étiage sont par exemple offerts par la FAO. Cette année, on a déblayé la bande avec l'appui du PNUD qui nous a labouré complètement cette bande. Et après, on a cherché à faire les bandes de culture en fonction de la rotation des cultures, parce que c'est ce qui apporte le plus souvent la maladie sur les terrains. La même parcelle et la même culture amène d'autres maladies pour les cultures. Mais on a cherché à faire la rotation, le piment à part, l'aubergine à part, pour pouvoir leur donner une nouvelle vision de cette pratique. Et on a appliqué l'engrais de fond avant, et après la transplantation, on a appliqué l'urée pour la couverture. Pour booster sa production, l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel est mis à contribution. Son expertise agricole s'avère concluante. L'honneur et l'agréable plaisir de découvrir que ce qu'on leur a donné pendant cette formation en maraîchage a été bien appliqué sur le terrain. Et rien qu'à voir ici la qualité des piments, des aubergines et des carottes, je pense qu'on est sur le bon chemin. Nous allons continuer sur d'autres activités génératrices de revenus telles que la transformation des produits agricoles et les aider à le commercialiser, leur apprendre comment commercialiser leurs produits afin que ces produits ne pourrissent pas dans les mains. Cette assistance est l'une des composantes du vaste programme d'appui à l'autonomisation des femmes par la formation et l'apprentissage lancé au mois de janvier dernier à Conakry. Un projet qui couvre environ 15 000 femmes en milieu rural et périurbain. Le CTE est acquis pour ce groupe de soldats. Ils décrochent leur certificat technique élémentaire au terme d'un stage intense, cours théorique et pratique pour mieux comprendre les techniques. Commandant Mohamed Kassé. Ils sont 100 stagiaires, tous militaires du rang, à prendre part durant 5 mois à cette formation du certificat technique élémentaire de l'école de l'air. Ces stagiaires ont suivi 30% de formation en aéronautique et 70% de connaissances militaires. L'objectif principal de l'état-major de l'armée de l'air est d'initier les jeunes aviateurs ayant suivi une formation commune de base à la connaissance des notions élémentaires de l'armée de l'air, son fonctionnement, ses matériels et ses infrastructures, afin de les permettre d'évoluer dans un environnement aéronautique conformément aux règles liées au corps. Dans le plan d'action de l'état-major général des armées, l'opérationnalisation des forces de défense exige la formation et l'entraînement des unités, d'où cette première promotion de l'école de l'air. Vous venez de franchir une étape très importante de votre carrière. Cette formation que vous avez reçue vous oblige à être responsable dans votre travail au niveau de vos services respectifs. En cette période de conflits djihadistes et d'insécurité généralisée dans la sous-région ouest africaine, nous avons intérêt à nous préparer par la formation du personnel et l'équipement de nos forces. L'école de l'air accueillera les promotions qui se succéderont les unes après les autres dans la stricte logique du plan de la réforme des forces de défense initié par le président de la République. Pour pérenniser la formation au sein de cette structure de l'armée de l'air, le commandement sollicite la rénovation de ses infrastructures. Une démonstration de l'escadrille suivie d'une parade militaire ont marqué la fin de la cérémonie. Religion, avec les préparatifs du pèlerinage de Bofa, la préfecture va bientôt accueillir des fidèles chrétiens de Guinée et de la sous-région. Mais avant, une réunion préparatoire pour plancher sur les dispositions de santé et de sécurité. Marie-Angélique Bangoura. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de cette rencontre. Les autorités de Bofa veulent étudier les mesures envisagées par le comité d'organisation du pèlerinage 2016. Des commissions sont mises en place pour assurer la réussite de l'événement. Nous travaillons avec beaucoup de structures qui sont au sein de cette commission, notamment au niveau de la liturgie. Nous avons des équipes qui sont là, qui travaillent dans ce sens. Au niveau de la formation permanente,
pour aussi aider à ce qu'ils peuvent faire. Nous avons la commission santé, nous avons la commission sécurité, nous avons l'équipe de la marche en tant que telle, nous avons la restauration qui est appuyée par les femmes catholiques. Des représentants de la Ligue islamique de Bofa ont pris part à la rencontre. L'objectif est d'afficher le fair-play religieux qui existe entre les deux communautés dans cette préfecture. Personnellement, je vais m'impliquer et je vais demander au grand imam de Bofa d'impliquer tous les imams les vendredis qui vont suivre, qui vont venir avant ce pèlerinage, et dire à tous les fidèles musulmans de bien prendre des dispositions pour toujours accueillir les frères qui vont venir. Santé et sécurité, deux thèmes largement abordés au cours de cette réunion préparatoire. Tous les aspects ont été évoqués pour réussir le pari d'un pèlerinage 2016 sans risque. Lorsqu'on parle d'un si grand rassemblement de la communauté chrétienne de Guinée et de leurs frères de la sous-région, il est important de penser d'abord et avant tout à la sécurité. C'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est la santé. Dès le 29 avril, des centaines de fidèles chrétiens sont attendus dans ces édifices en chantier. Après le passage en revue des dispositions sanitaires et sécuritaires, le comité d'organisation devra accélérer les travaux pour accueillir la communauté chrétienne de Guinée et d'ailleurs. La dépouille mortelle du père Abbé Joseph Bandjoumara est arrivée ce vendredi à Conakry. Les fidèles croyants étaient nombreux pour accueillir dans la compassion et la tristesse le corps de l'ancien curé de la paroisse Saint-Louis de Kissidougou. Feu Abbé Joseph Bandjoumara est né en 1952 à Sédou-Koutali dans la préfecture de Kissidougou. Ce grand missionnaire rend l'âme donc à l'âge de 64 ans. C'est la fin de cette édition. Juste deux informations avant de se quitter. L'actualité, vous savez, c'est la visite du président de la République en Turquie. Il est accompagné d'une trentaine d'opérateurs économiques guinéens. Ces hommes d'affaires essaient de nouer des relations de coopération réciproquement bénéfiques avec leur homologue turc. Les deux parties ont d'ailleurs eu plusieurs séances de travail sanctionnées par un protocole d'accord. Le document porte sur la création d'un conseil d'affaires Guinée-Turquie. Et puis, en mode sport, Ligue des Champions, les deux affiches des demi-finales sont connues. Real Manchester City, Bayern de Munich, Atlético Madrid. Les matchs allés se joueront les 26 et 27 avril et les matchs retour les 3 et 4 mai. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.